mes élèves de HLP. Alors, il y en a un certain nombre d'entre vous. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et j'espère aussi, sincèrement, que vous et vous-même et vos proches vous portez le mieux possible en ces temps difficiles. Alors, j'avais envoyé un message via WhatsApp hier soir pour demander à ce que vous me précisiez si vous continuiez l'année prochaine la HLP ou pas, et que vous me précisiez également le livre que vous aviez choisi de lire entre Ravage de Barjavel ou Le meilleur des mondes de Huxley. Donc j'ai un certain nombre d'entre vous qui m'ont répondu. Ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, répondez rapidement sur WhatsApp ou sur mon adresse mail que je vous rappelle, audrey.rslegal@gmail.com. Donc, comme vous le savez, il n'y aura pas d'épreuve de renoncement pour l'épreuve de HLP. Ce sont vos notes de l'année qui compteront pour l'obtention du bac. Donc, vos notes du premier trimestre, vos notes du deuxième trimestre, et au troisième trimestre, il y aura obligatoirement 2 notes supplémentaires. Je m'explique, souvenez-vous, c'était avant le confinement, avant tout ça. J'avais prévu un contrôle de lecture, donc soit sur Ravage, soit sur Le meilleur des mondes. Et 2, j'avais prévu le lundi d'avant les vacances de vous faire un contrôle de type bac sur la rencontre avec l'autre. Ces 2 évaluations sont toujours d'actualité. En revanche, elles ne peuvent pas se faire sans la surveillance de quelqu'un, donc de moi en l'occurrence. Donc elles ne se feront que en présentiel quand nous aurons repris les cours. Alors, tout le monde ne reprendra peut-être pas les cours en même temps, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, on n'a nous-mêmes aucune directive de notre ministre, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais préparez-vous néanmoins à avoir ces deux contrôles entre le 11 mai, qui est la date a priori définie pour une première salve de rentrée, jusque début juillet, enfin on va dire fin juin, parce que les conseils de classe auront lieu en début juillet. Donc vous aurez forcément, un moment ou un autre, le contrôle de fin de chapitre sur la rencontre avec l'autre, que nous avons fait en classe, et le contrôle de lecture sur le livre que vous avez choisi de lire. Ça vous laisse encore du temps pour l'obtenir, puisque je sais bien que c'est pas toujours facile de les obtenir. Amazon jusqu'ici livrait pas trop mal, mais vous pouvez aussi tout à fait, je vous demande pas non plus forcément d'avoir le livre en format papier, vous pouvez tout à fait le télécharger, parce que ce sont des livres que vous pouvez trouver sur n'importe quelle plateforme de téléchargement, que ce soit sur le site de la FNAC ou sur la librairie, enfin sur la librairie dans... la librairie votre librairie dans la bibliothèque, je vais y arriver, sur l'iPhone par exemple. Alors, donc ça concerne tout le monde, d'accord ? J'ai en revanche les 2 derniers chapitres que je suis obligée de faire pour ceux qui gardent la spécialité HLP. Donc, à partir de maintenant, je ne m'adresserai que à ces élèves-là. Ceux qui veulent peuvent tout à fait regarder les vidéos YouTube, peuvent aussi tout à fait faire le travail demandé, et dans ce cas-là, ça permettra d'augmenter leur note d'investissement du 3e trimestre. Voilà, donc je peux pas... cette note d'investissement sera sera la moyenne de la note du 1er et 2e trimestre au niveau de l'investissement, et sera la moyenne des 3 trimestres si vous avez joué le jeu de vous investir dans ce 3e trimestre, y compris si vous abandonnez la spécialité HLP. Alors, donc concernant les HLP qui vont continuer, nous restons toujours dans la rencontre avec l'autre, mais nous allons aborder un 2e chapitre qui s'intitule « Des utopies pour interroger le monde ». Alors, je vais vous mettre en pièce jointe 4 textes que je vais vous lire maintenant. Et le travail que je vais vous demander, c'est un travail finalement que vous avez maintenant l'habitude de faire. Je vais vous demander donc d'écouter ces textes, de choisir celui que vous allez préférer.
D'accord. Celui que vous allez préférer, vous allez répondre aux questions de littérature, uniquement les questions de littérature. Ça peut être des questions écrites ou des questions orales. Si vous avez des questions orales, dans ce cas-là, il faudra m'envoyer un petit oral via WhatsApp ou via mon adresse mail, c'est comme vous voulez. Donc les questions de littérature et puis la question qui s'intitule Vers le bac, qui est à la fin de chacun des textes. Donc là, j'insiste, je veux que vous le fassiez parce que vous le ferez le jour du bac. Donc pour vous qui continuerez la spécialité, ça sera important. Donc il est question des utopies. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une utopie ? L'utopie, c'est un mot déjà qui est forgé par un écrivain anglais, Thomas More, dans Utopia, un roman qu'il a écrit. J'aurais pu vous donner à lire, mais qui est quand même assez compliqué. Ce terme de utopie, ça vient du grec utopos, qui signifie en aucun lieu. Et c'est en fait, une utopie, la représentation d'une réalité idéale et sans défaut. C'est un genre d'apologue, c'est-à-dire un texte argumentatif, qui se traduit dans les écrits par un régime politique idéal, qui gouvernerait parfaitement les hommes, une société parfaite, sans injustice, par exemple, ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie, souvent décrite pour dénoncer les injustices et les dérives de leur temps. Les utopistes situent généralement leurs écrits dans des lieux ou des époques imaginaires pour éviter la censure politique ou religieuse. Un pays lointain, un pays mythique, une île inconnue, par exemple. Vous avez aussi, donc ça c'est l'utopie, la contre-utopie, eh bien c'est le contraire d'une utopie. Au départ, on a l'impression que c'est un monde idéal, et puis en fait, on se rend compte de tout ce qui ne fonctionne pas dans ce monde, et c'est par exemple ce que vous avez dans Le meilleur des mondes de Huxley, qu'un certain nombre d'entre vous a choisi de lire. Alors, je vais donc commencer par le premier texte. Vous les retrouverez, ces textes-là. Je vais les mettre sur l'ENT. Donc sur l'ENT, je vous envoie un message sur l'ENT avec les pièces jointes et je les mets aussi sur Pronote dans le cours d'aujourd'hui, en pièces jointes dans le cours d'aujourd'hui. Donc normalement, vous devriez les recevoir. Si jamais il y avait un problème, comme toujours, vous me le signalez. D'accord ? On pourra trouver moyen de s'arranger. Donc le premier texte est un texte de Marivaux, donc un auteur du XVIIIe siècle, qui s'intitule Le monde à l'envers et qui en fait est tiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'île des esclaves, publiée en 1725. Donc peut-être que certains d'ailleurs d'entre vous l'ont lu. Moi je sais que je l'ai fait lire à mes élèves de seconde cette année dans le cadre de la... D'ailleurs, je me demande si les premières, je ne vous avais pas aussi dit, vous pouviez le choisir celui-là pour la relation maître-valet. Bref, donc je vous lis ce premier texte. Iphicrate et son valet Arlequin ont fait naufrage sur une île habitée par d'anciens esclaves grecs révoltés contre leur maître. Les insulaires imposent à Iphicrate d'inverser le rapport dominant-dominé en devenant l'esclave d'Arlequin. Donc on est d'accord, on a le maître, qui s'appelle Iphicrate, l'esclave qui s'appelle Arlequin, et tous les deux vont échanger leur rôle. Trivelin, qui va intervenir, c'est le chef de l'île. C'est lui qui, en quelque sorte, établit le règlement de l'île et va expliquer à Iphicrate et Arlequin comment ils doivent échanger leur rôle. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin, ou bien « hé !» Oh, que nous allons rire, Seigneur, hé !» Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons Maraud. Parlez donc, mon bon ami, voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu ? Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point, soulagez-vous par l'emportement le plus vif.
traitez-le de misérable, et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais, ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit, et on en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans. Voilà, donc là, c'était le premier texte, Marivaux, et vous avez à la suite 3 questions de littérature et une question vers le bac. Deuxième texte que je vous propose. Un texte de Campanella tiré de La Cité du Soleil et qui s'intitule La répartition égalitaire, qui date tout début du XVIIe siècle, en 1602. Alors dans cette utopie, revoyez le terme d'utopie dont je vous ai parlé juste avant, donc dans cette utopie écrite en prison par Campanella, un marin de Christophe Colomb aurait découvert l'île inconnue de la Cité du Soleil. Il décrit ici le fonctionnement social de cette cité, dirigée par la philosophie appelée Soleil. Chez eux, tout est mis en commun, mais la répartition des produits et des biens est réglée par les magistrats. Chacun des habitants jouit dans une proportion si large des bienfaits de la science et des diverses joies de l'existence que nul d'entre eux ne cherche à s'attribuer au détriment d'autrui un droit exclusif de propriété. Le sens de la propriété, estiment les solariens, ne naît et ne se développe chez l'homme que parce que nous possédons individuellement une maison, une femme, des enfants. Elle est la source de l'égoïsme. Pour assurer à nos descendants richesse, honneur et jusqu'à l'héritage d'une fortune considérable, nous spolions la propriété commune. Soit que nous dominions les autres par l'opulence et le pouvoir, soit que nous soyons faibles, pauvres et d'une extraction obscure, nous devenons avares, hypocrites, déloyaux. Dès lors, si nous affranchissons les humains de l'égoïsme, il ne demeure plus en eux que l'amour désintéressé de la communauté. Dans la Cité du Soleil, les besognes utiles, les travaux, les arts et les sciences, les diverses charges sociales sont réparties de façon égale entre tous les citoyens et il suffit d'un labeur quotidien de 4 heures fourni par chacun d'eux. Le reste de la journée est employé à des études attrayantes, à la lecture, à des échanges d'idées, à des promenades, à des exercices agréables où se complaisent le corps et l'esprit. La pauvreté, disent les solariens, est mère de la bassesse, de la fourberie, du vol, du faux témoignage, du manque de patriotisme. La richesse n'offre pas moins de périls, elle engendre facilement l'orgueil, l'insolence, la vantardise, la perfidie, la présomption, l'égoïsme. Dans leur régime de communauté, les solariens sont tout à la fois riches et pauvres. Ils sont riches puisqu'ils sont propriétaires, sous la forme collective, de tous les biens de la cité, pauvres puisqu'aucun bien ne leur appartient en propre. Alors, pour ce texte, donc vous avez 3 questions pour répondre à l'écrit, et ensuite vous avez la question vers le bac, la question d'interprétation, rédiger une partie de devoir dans laquelle vous montrerez la manière dont le bonheur des solariens est mis en évidence dans cet extrait. Donc c'est cette question que vous traiterez. La question de littérature, je ne vous demande pas de traiter la question de philosophie.
Je passe maintenant au troisième texte, qui est donc justement un extrait de l'Utopia de Thomas More, dont je vous parlais précédemment. Donc Thomas More, c'est un auteur du XVIe siècle, tout début du XVIe siècle, qui a écrit donc Utopia en 1516. Utopia, c'est une île idéale inspirée de Platon, ce philosophe de l'Antiquité que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé quand même sur Platon en philosophie. Donc, une île idéale où règne la justice et l'égalité. Ses habitants ont renoncé à la propriété privée et à l'argent. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup au texte que je viens de vous lire. Des deux côtés de la salle sont rangés alternativement 2 jeunes gens et 2 individus plus âgés. Cette disposition rapproche les égaux et confond à la fois tous les âges. En outre, elle remplit un but moral. Comme rien ne peut se dire ou se faire qui ne soit aperçu des voisins, alors la gravité de la vieillesse, le respect qu'elle inspire, retiennent la pétulance des jeunes gens et les empêchent de s'émanciper outre mesure en paroles et en gestes. Le tableau du Sigrophante, donc le Sigrophante, vous avez une petite note qui vous indique que c'est un magistrat élu par 30 familles. La table du Sigrophante est servie la première. Ensuite, les autres, suivant leur disposition. Les meilleurs morceaux sont portés aux anciens de la famille qui occupent des places fixes et remarquables. Tous les autres sont servis avec une égalité parfaite. Ces bons vieillards n'ont pas assez de leur portion pour en donner à tout le monde, mais ils les partagent à leur gré avec leurs plus proches voisins. Ainsi, l'on rend à la vieillesse l'honneur qui lui est dû, et cet hommage tourne au bien de tous. Les dîners et les soupers commencent par la lecture d'un livre de morale. Cette lecture est courte pour qu'elle n'ennuie pas. Quand elle est finie, les plus âgés entament des conversations honnêtes, mais pleines d'enjouement et de gaieté. Loin de parler seuls, toujours, ils écoutent volontiers les jeunes gens. Ils provoquent même leur saillie. Zut, je m'aperçois que c'est pas très bien passé. Alors, dans ce que j'ai fait, c'est peut-être bien passé. Attendez, juste une seconde. Je vais rechercher le livre pour vous le retrouver, ce texte. De manière à pouvoir vous le lire correctement. Excusez-moi. Donc, je reprends à la table du Sigrophante, d'accord ? Je pense que quand j'ai scanné le texte, ça a été mieux que la photocopie que j'avais prévue au départ. Donc, si jamais il y avait un problème de lecture, surtout vous me le dites. Donc, la table du Sigrophante est servie la première. Ensuite, les autres suivant leur position. Les meilleurs morceaux sont portés aux anciens des familles qui occupent des places fixes et remarquables. Tous les autres sont servis avec une égalité parfaite. Ces bons vieillards n'ont pas assez de leur portion pour en donner à tout le monde, mais ils les partagent à leur gré avec leurs plus proches voisins. Ainsi, l'on rend à la vieillesse l'honneur qui lui est dû, et cet hommage tourne au bien de tous. Les dîners et les soupers commencent par la lecture d'un livre de morale. Cette lecture est courte pour qu'elle n'ennuie pas. Quand elle est finie, les plus âgés entament des conversations honnêtes, mais pleines d'enjouement et de gaieté. Loin de parler seuls et toujours, ils écoutent volontiers les jeunes gens. Ils provoquent même leur saillie afin d'apprécier la nature de leur caractère et de leur esprit. Nature qui se trahit aisément dans la chaleur et la liberté du repas. Le dîner est court, le souper long. Parce que le dîner est suivi du travail, tandis qu'après le souper viennent le sommeil et le repos de la nuit. Or, les utopiens croient que le sommeil vaut mieux que le travail pour une bonne digestion. Le souper ne se passe jamais sans musique et sans un dessert copieux et friand. Les parfums, les essences les plus odorantes, rien n'est épargné pour le bien-être et pour la jouissance des convives. Peut-être en ceci accusera-t-on les utopiens d'un penchant excessif au plaisir. Ils ont pour principe que la volupté qui n'engendre aucun mal est parfaitement légitime. Donc là aussi, vous avez 3 questions qui suivent et vous avez une question de littérature vers le bac qui s'intitule « Quel plaisir le lecteur peut-il avoir à lire des récits proposant des mondes utopiques ? Quel bénéfice peut-il en tirer en outre sur le plan de la réflexion ?» Le 4e et dernier texte
parmi lesquels vous allez devoir choisir, est un texte plus récent, puisqu'il date du XVIIIe siècle, de Louis-Sébastien Mercier, dans Rêve s'il en fut jamais. Alors là, on se projette vraiment dans un monde futur, puisque le texte est censé se dérouler en 2440. D'accord ? Donc, déjà, on n'y est pas, on est encore loin, on sera mort en 2440. Et donc, en l'an 2440, l'écrivain narrateur s'endort et il va se réveiller presque 7 siècles plus tard, dans le Paris du XXVe siècle. C'est désormais une ville idéale, conforme à tous les idéaux des Lumières. Je vous rappelle que les Lumières, c'est ce mouvement littéraire et philosophique qui voulait donner les lumières de la raison, éclairer les esprits pour les défendre contre l'ignorance et l'obscurantisme. Donc je vous lis l'extrait de Louis-Sébastien Mercier. Paris, XVe siècle. Mais quel est ce jeune homme que je vois environné d'une foule empressée ? Comme la joie se peint dans tous ses mouvements, comme son front est brillant. Que lui est-il arrivé d'heureux ? D'où vient-il ? Il vient d'être initié, me répondit gravement mon guide. Accompagné de ses parents et de ses amis, le jeune homme est conduit à notre observatoire. Tout à coup, nous appliquons à son œil un télescope. Nous faisons descendre sous ses yeux Mars, Saturne, Jupiter, tous ces grands corps flottants avec ordre dans l'espace. Nous lui ouvrons, pour ainsi dire, l'abîme de l'infini. Tous ces soleils allumés viennent en foule se presser sous son regard étonné. Alors, un pasteur vénérable lui dit d'une voix imposante et majestueuse : « Jeune homme, voilà le Dieu de l'univers qui se révèle à vous au milieu de ses ouvrages. Adorez le Dieu de ces mondes, ce Dieu dont le pouvoir étendu surpasse et la portée de la vue de l'homme et celle même de son imagination. Adorez ce Créateur dont la majesté resplendissante est imprimée sur le front des astres qui obéissent à ses lois. En contemplant les prodiges échappés de sa main, sachez avec quelle magnificence il peut récompenser le cœur qui s'élèvera vers lui. N'oubliez point que parmi ces œuvres augustes, l'homme doué de la faculté de les apercevoir et de les sentir tient le premier rang, et qu'enfant de Dieu, il doit honorer ce titre respectable. » Alors, la scène change. On apporte un microscope. On lui découvre un nouvel univers, plus étonnant, plus merveilleux encore que le premier. Ces points vivants que son œil aperçoit pour la première fois, qui se meuvent dans leur inconcevable petitesse et qui sont doués des mêmes organes appartenant au colosse de la terre, lui présentent un nouvel attribut de l'intelligence du Créateur. Le pasteur reprend du même ton. Êtres faibles que nous sommes, placés entre deux infinis, opprimés de tous côtés sous le poids de la grandeur divine, adorons en silence la même main qui alluma tant de soleil, imprima la vie et le sentiment à des atomes imperceptibles. Le jeune homme, ému, étonné, conserve la double impression qu'il a reçue presque au même instant. Il pleure de joie, il ne peut rassasier son ardente curiosité. Elle s'enflamme à chaque pas qu'il fait dans ces deux univers. Alors là, vous avez simplement deux questions de littérature à l'écrit et vous avez la question d'interprétation vers le bac. Le genre littéraire de l'utopie ne cherche pas à offrir une représentation réaliste du monde. Quelle valeur de vérité offre-t-il néanmoins, à votre avis, à partir du texte? Rédigez une partie de devoir pour répondre au sujet. Donc tout ça va vous entraîner à traiter évidemment le sujet vers le bac que je vous proposerai sur la rencontre avec l'autre. Donc vous avez le choix entre ces 4 textes et je vous rappelle donc le travail qu'il va falloir faire. Vous choisissez celui que vous avez préféré, vous répondez aux questions de littérature, écrit et ou oral, et vous faites l'exercice vers le bac qui concerne la littérature. Donc vous avez une semaine pour faire ce travail. Vous pouvez me l'envoyer soit via WhatsApp, soit par YouTube si vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait vous enregistrer comme je suis en train de le faire en ce moment.
Si jamais ça ne marchait pas, vous pouvez me l'envoyer votre travail par l'ENT, normalement je le reçois, ou sur ma messagerie, hein, dont je vous ai rappelé, l'adresse. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre attention, faites bien votre travail et donc allez voir les textes, parce que la lecture que je vous en ai faite ne sera sans doute pas suffisante. Vous retrouverez donc ces textes avec leurs questions sur Pronote et sur la messagerie de l'ENT. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ceux qui renoncent, je comprends tout à fait, je ne vous en veux pas, il n'y a pas de souci, hein, rassurez-vous. Et puis ceux qui continuent, je suis très contente et j'espère que le programme qui vous attend aussi en terminale vous plaira. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail. Au revoir.